Je me tenais debout devant la fenêtre du salon, les yeux fixes sur le trottoir luisant sous la pluie de novembre, et je n'arrivais pas à croire que tout cela m'arrivait moi. Moi, Véronique, qui avait consacré 23 ans de ma vie cet homme, qui lui avait donné 2 enfants, qui avait repasse ses chemises chaque matin avec le madame soin minutieux, qui avait cuisiné des repas chauds madame les soirs où je t'épuise, qui l'avait cou se plaindre de ses coldes pendant des heures, qui lui avait masse l'épaule tendue chaque soir après son retour du bureau. 23 ans. Et voilà ce que avalait. Donc tu pars chez ta maîtresse, dis-je d'une voix qui trembla allègrement malgré tous mes efforts pour rester ferme. Ma gorge se serra, mais je me ferai me tenir droite, l'épaule en arrière, la tête haute. Je refusai de m'effondrer devant lui. TRS bien. Pars. Mais je te préviens, ne reviens pas. Cette porte restera ferme pour toi. Sébastien s'immobilisa PRS de l'antre, une valise la main, une valise que j'avais achetée moi madame pour nos vacances en Bretagne 6 ans auparavant. Quelque chose traversa son visage, une expression fugace que je ne suis pas déchiffrer, de la surprise peut-être, ou de l'irritation, mais il se ressaisit TRS vite. Qui voudrait de toi, de toute fan, vieille femme? Cracha-t-il avec une macancée que je ne lui connaissais pas, une macancée froide, calcul, comme si ces mots avaient été aftes depuis longtemps. Regarde-toi. Une nagre pactique dans ta robe de chambreuse. Alors que Mélanie est jeune, elle est belle, elle est vivante. Elle me comprend, elle. Il franchit le seuil, et la porte claqua derrière lui avec un bruit sec qui ressonna dans tout l'appartement silencieux. Je restai debout au milieu du salon, entour des meubles que nous avions choisis ensemble, des photos de famille accrochées au mur, des 23 ans de vie commune qui se trouvaient soudain erduits rien. Je ne pleurais pas. Les larmes viendraient plus tard, bien plus tard, au cœur de la nuit, quand je serais allongé dans notre lit devenu mon lit, quand le silence de l'appartement serait sur ma poitrine comme une pierre, quand je comprendrais dans toute sa brutalité que ma vie venait de se fracasser en 2 morceaux irréparables. J'avais 45 ans. 23 ans de mariage. 2 enfants devenus adultes. Mon fils Thomas faisait ses études Bordeaux, ma fille Camille travaillait Bruxelles depuis 2 ans. Je n'avais pas de diplôme sérieux, pas de profession stable. Les 15 dernières années, j'avais été simplement, exclusivement, une femme au foyer. Sébastien gagnait bien sa vie en tant que responsable commercial dans une grande entreprise lyonnaise, et il répétait toujours avec ce petit sourire condescendant que j'avais fini par trouver normal. Pourquoi irais-tu travailler? Il y a digitalement faire la maison. Et moi, naïvement, j'avais cru que c'était une forme d'amour, cette décision de me garder la maison. Je comprenais maintenant que c'était une fin de me tenir dépendante, captive, sans filet. L'appartement est en location. L'économie est quasi inexistante, tout est parti dans l'éducation des enfants, les vacances, les petits plaisirs du quotidien. La pension alimentaire? Ridicule. Les enfants étaient majeurs, et officiellement je n'avais pas travail depuis des années. Sébastien est parti LGR, avec sa valise et sa nouvelle vie, me laissant face un vide immense et une peur du lendemain qui me nouait l'estomac. La première semaine passa dans un brouillard épais et cotonneux. Je me déplaçais dans l'appartement comme une somnambule, je préparais des repas que je ne mangeais pas, je regardais la télévision sans voir les images défiler. J'appelais Camille, j'essayais de prendre une voix LGRE et Anjou, mais ma fille m'avait toujours connue, elle entendait la fleur derrière mes mots. Elle me proposa de l'argent immédiatement. Je refusai. Les jeunes ont leur vie, leurs propres dettes, leurs propres batailles. Ce n'était pas elle de me sauver. Et puis la colère arriva. Pas douce, pas mesure. Une colère brûlante, volcanique, qui montait du ventre et irradiait dans tout le corps, une colère qui paradoxalement me redonnait de l'énergie, qui me remettait debout. Je me plaçais devant le grand miroir de la salle de bain et je me regardais honnêtement, sans complaisance ni faux semblant. Oui. J'avais grossi. Oui, j'avais cessé de prendre soin de moi depuis des années, sacrifiant chaque moment libre sur l'autel du confort familial. Mais avais-je si tort de me taire puis? 23 ans de présence, de soins, d'attention constante, n'était-ce pas suffisant pour justifier quelques rides et quelques kilos en trop? Vieille femme. Le mot sonnait encore dans ma tête comme une claque. J'avais 45 ans, pas 80. Et la vie, elle, continuait de battre en moi. Le lendemain matin,
je pris rendez-vous chez une coiffeuse du quartier, une jeune femme pleine d'énergie nommée Justine, dont le salon sentait bon le jasmin et le café frais. Je lui demandai de tout couper court. Elle cita une seconde, ses ciseaux suspendus dans l'air. Vous TSRE? C'est un grand changement. Je n'ai jamais été aussi SRE de quoi que ce soit, répondis-je en soutenant mon propre regard dans le miroir. Justine s'excuta avec enthousiasme, ses mains expertes façonnant une coupe moderne, audacieuse, avec des macèglements plus clairs sur le dessus. Quand elle eut terminé, elle posa ses ciseaux et me contempla avec un grand sourire. Madame, je vous jure, vous avez rajeuni de 15 ans. Regardez-vous. Je me regardai. Et pour la première fois depuis des mois, je reconnus dans le miroir quelqu'un qui n'avait pas encore renom. Les jours suivants furent consacrés un grand ménage intérieur et extérieur. Je mis en vente tout ce qui s'était accumulé au fil des années et qui ne me ressemblait plus, les vieux meubles lourds et tristes, les bibelots sans me, la moitié de ma garde-robe de femme efface. Sur un site de petites annonces, tout trouva preneur en moins d'une semaine. L'argent récolté me donnait une marge de 2 mois de loyer, une petite fenêtre de survie que je décidai d'utiliser jusqu'au dernier centime. Je trouvai un emploi de vendeuse dans une épicerie fine du quartier des Brotteaux, tenue par une femme d'un certain GE du nom de Marcel Fontaine, une lyonnaise pure souche avec des cheveux gris coupés au quart et des yeux noisettes qui ne perdaient pas une miette de ce qui se passait autour d'elle. Elle me re dans son arrière-boutique qui sentait le TH noir et la cannelle, et m'examina de la TTE aux pieds sans doutour. Vous n'avez pas d'expérience professionnelle récente, dit-elle. Non. Mais j'ai géré une maison, 2 enfants, un mari impossible, et je n'ai jamais eu un seul rendez-vous scolaire en 15 ans. Marcel esquissa un sourire imperceptible. L'expérience de la vie, a se lit sur un visage. Le VTRE dit beaucoup de choses. Vous commencez demain matin 9h. Le travail est physiquement prouvant. Mes jambes brûlaient après chaque journée passe debout, mon dos protestait sourdement, mes pieds clamaient GRCE. Mais au fond de moi, quelque chose de profond et de vital se réveillait progressivement. Je vivais. Je vivais vraiment, pleinement, et non plus simplement végétais entre 4 murs dans l'attente que quelqu'un rentre de nerfs. Je pris l'habitude de mémoriser les préférences des clients réguliers, de les accueillir par leur nom, de leur suggérer des nouveaux en fonction de leur go. Les habitus me réclamaient, souriaient en franchissant le seuil du magasin. Une vieille dame qui venait chaque mardi m'apporta un jour un bouquet de lavande en me disant que j'avais le don de rendre les gens heureux rien qu'en leur parlant. Marcel Fontaine devint bien plus qu'une patronne. Elle devint une allie, une mentor, une de ces femmes rares qui transmettent leur savoir sans compter. Elle m'apprit les rudiments de la comptabilité, m'expliqua les marges, les stocks, les relations avec les fournisseurs, les petits secrets qui font qu'un commerce reste debout quand les voisins ferment les uns après les autres. Au bout de 6 mois, elle me proposa le poste de grande. Elle vieillissait, elle voulait souffler, passer plus de temps dans sa maison de campagne dans le Luberon. Véronique, me dit-elle un soir en fermant la caisse, tu es une pite. Oh donc tu caches toutes ces ânes? Je haussai l'épaule avec un demi-sourire. Je ne te cache nulle part. Simplement, personne ne m'avait jamais donné l'occasion de me révéler. Madame pas moi. Paralement, je m'inscrivis des cours de yoga dans une salle lumineuse du 5e arrondissement, où l'odeur d'eucalyptus et de bois flotte crée une atmosphère de douceur apaisante. Je perdis du poids progressivement, sans régime SVRE, juste en bougeant, en mangeant mieux, en dormant avec une conscience tranquille. Je suivis également des formations en ligne sur le commerce électronique, assise le soir à ma table de cuisine avec mon ordinateur et une tisane au gingembre. Le monde numérique m'intimidait au DBUT, mais j'appris vite, avec une curiosité que je ne me connaissais pas. En quelques mois, l'épicerie Fontaine avait un site internet, une page sur les réseaux sociaux, un service de livraison dans les quartiers alentours. Le chiffre d'affaires doubla. Marcel n'en revenait pas. Je me souviens d'une matinée de printemps où elle m'appela depuis son jardin provenal, et j'entendis dans sa voix une fière cintre, presque maternelle. « Tu réalises ce que tu as fait ?» me demanda-t-elle. « En moins d'1 an, tu as transformé cette boutique. » J'avais simplement fait ce que je savais faire depuis toujours. Prendre soin. Organiser. Anticiper. Sauf que cette fois, je le faisais pour moi, pour ma vie, pour mon avenir. 1 an passa, vite,
Comme passent les choses quand on est enfin pleinement sans sa propre existence. Camille rentra de Bruxelles pour quelques jours de vacances, et quand j'ouvris la porte, elle resta fige sur le palier une fraction de seconde, les yeux grands ouverts. Je portais un pantalon tailleur marine, une blouse ivoire en soie LGRE, et mes cheveux courts encadraient mon visage avec une ganse que je n'avais jamais osé auparavant. « Maman » souffla-t-elle. « Maman, tu es incroyable. » Elle se jeta dans mes bras et je sentis ses épaules trembler aigrement. « J'avais tellement peur pour toi » murmura-t-elle contre mon pôle. « Je n'avais pas peur pour moi » répondis-je en la serrant fort. « Tu sais, parfois il faut tomber pour apprendre à voler. » Et moi, j'ai finalement appris. Nous passâmes une soirée merveilleuse toutes les deux, manger une fondue savoyarde accompagnée d'un bon Beaujolais, parler de tout et de rien, de l'avenir, de ses projets des miens. Elle repartit le lendemain matin, rayonnante, rassure. L'appartement retrouva son calme habituel, ce calme que j'avais appris aimer plus que craindre. Ce soir alors que je lisais tranquillement dans mon fauteuil avec une tasse de thé fumant pose sur la table basse, la sonnette retentit. Il était presque 22 heures. Je posai mon livre et allai jeter un coup d'œil dans le Judas. Et je me figeai. Sébastien. Il se tenait dans le couloir de l'immeuble, le teint gris, les joues creuses, vêtu d'une veste froisse que je ne lui connaissais pas. Il ressemblait quelqu'un qui n'avait pas vraiment dormi depuis longtemps. Ce n'était plus l'homme sœur de lui arrogant qui avait claqué la porte un an plus têté avec sa valise et son M-Prix. J'ouvris. Il me regarda et resta bouche bée, littéralement pétrifié sur le seuil. Ses yeux parcoururent de haut en bas la femme qui se tenait devant lui, mince, droite, vêtue d'une robe d'intérieur en velours bordeaux qui tombait le gamme jusqu'aux chevilles, avec cette coupe courte et assure qui transformait mon visage, et dans le regard de laquelle il ne trouva ni supplique ni reproche, seulement une tranquille certitude. « Véronique » balbutia-t-il enfin. « Véronique, c'est bien toi ? » ?»« Bonsoir, Sébastien. »« Qu'est-ce que tu veux ?» Il glutit péniblement, tourna les yeux. « Je peux entrer, qu'on parle ?» Je m'effaillai pour le laisser passer, mais ne l'invitai pas s'asseoir. Je restai debout dans le salon, les bras croisés, et j'attendis. « Mélanie est partie, dit-il finalement, d'une voix tremble. Il y a 3 mois. Elle a rencontré quelqu'un de plus jeune, quelqu'un avec plus d'argent que moi. Et moi j'ai tout perdu, Véronique. J'avais investi dans son projet de boutique de décoration, elle m'avait convaincu que c'était une affaire en or. Elle est partie avec la caisse et un autre homme. Je gardai le silence. Il n'y avait en moi aucun triomphe, aucune jubilation mesquine. Juste une claire calme et un peu mélancolique, comme la lumière d'une fin d'après-midi d'automne. Et donc tu es venu. Pourquoi exactement ? Il me regarda avec des yeux dans lesquels je lus quelque chose qui ressemblait du désespoir nu, sans phare. Nous avons 23 ans de vie commune derrière nous. Je me suis dit. Peut-être qu'on pourrait essayer encore. Je me suis trompé, je le sais. Je comprends ce que j'ai fait. Vraiment. Et toi ? Il jeta un regard circulaire sur l'appartement propre et chaleureux, sur les fleurs fraîches dans le vase de l'antre, sur les livres soigneusement rangés dans la bibliothèque. Tu es seul ici. Tu dois bien te sentir seul, parfois. Je m'approchai lentement de la fenêtre. La ville brillait dans la nuit, des milliers de lumières d'or qui pulsaient comme autant de vie en train de se vivre. Quelque part dehors se trouvait mon pisserie, mon travail, mes clients, mes nouveaux amis, ma nouvelle vie. Cette vie que j'avais construite pierre par pierre partir des décombres de l'ancienne. Tu te souviens de ce que tu as dit, Sébastien ? Je me retournai vers lui. Il y a 1 an, tu m'as traité de vieille femme. Il tressaillit visiblement. Et tu n'avais pas tout fait tort. Oui, j'étais vieille 45 ans, parce que j'avais cessé de vivre, parce que je m'étais dissoute dans ton ombre, dans celle des enfants, dans les chesnagres et les petites genères pères par 6 heures du matin. J'avais oublié que j'existais en dehors de toi, que j'avais des envies, des rêves, des capacités que personne n'avait jamais pris la peine d'explorer. Alors en partant comme tu l'as fait, avec ta valise et ton M-Prix, tu m'as fait le plus beau et le plus cruel des cadeaux. Est-ce que j'ai eu mal ? Oui. D'une douleur que je ne te souhaite pas. Est-ce que j'ai eu peur ? Terriblement.
Des nuits entières trembler dans le noir, ne pas savoir comment payer le loyer du mois suivant. Mais c'est exactement cette douleur et cette peur qui m'en réveillent. Qui m'obligent me lever, bouger, trouver en moi des ressources que j'ignorais posséder. J'y trouve un travail, puis une responsabilité, puis une passion. J'y trouve des amis, des projets, une fantaisie dans le monde qui m'appartient enfin. Mais surtout, il me regardait de bas en haut, et je voyais dans ses yeux qu'il percevait quelque chose d'inaccessible, quelque chose qui lui échappait. Surtout, j'ai appris m'aimer, Sébastien. Et maintenant que je m'aime, je me sens bien seule. Je me réveille le matin avec l'envie d'une journée nouvelle. Je m'endors le soir avec la conscience en paix. J'ai des projets qui me donnent envie de me lever tété. Je n'ai rien changé tout cela. Mais je t'aime, Véronique, dit-il dans un souffle. Je m'en suis rendu compte quand tu n'étais plus elle. Quand tout s'écroule. Je t'aime et je voudrais qu'on recommence. Je secouai lentement la tête. Non. Tu n'aimes pas moi. Tu aimes l'ancienne Véronique, celle qui repassait tes chemises sans se plaindre, celle qui t'attendait le soir sans jamais rien exiger en retour, celle qui n'existait que pour et par toi. Cette femme, elle n'existe plus. Elle ne reviendra jamais. Et madame, si elle existait encore, elle ne mériterait pas cela. Je me dirigeai vers la porte et l'ouvris doucement. Tu n'es pas revenu par amour, Sébastien. Tu es revenu parce que tu as peur, parce que tu es seul, parce que tu as tout perdu et que tu cherches quelqu'un qui t'accroche. Mais je ne suis pas une boue de sauvetage. Je suis une femme avec sa propre vie, ses propres projets, sa propre valeur. Et cette vie m'est précieuse. Véronique, attends. Non, c'est toi qui me coûtes maintenant. Il y a 1 an, tu as claqué cette porte et tu es parti. Aujourd'hui, c'est moi qui la ferme. Mais je la ferme sans colère et sans haine. Je te remercie madame, sincèrement, pour la Léon. GRCE toi et Talchet, j'ai découvert qui j'étais vraiment. Prends soin de toi, Sébastien. Et adieu. La porte se referma sans bruit, doucement, sans claquement. Je m'adossai contre le bois frais et fermai les yeux quelques secondes. Aucune larme. Juste une légère mélancolie, celle qui accompagne toutes les choses qui auraient pu être et qui ne seront pas. Et sous cette mélancolie, solide et chaude comme une braise, la certitude absolue que j'avais fait ce qu'il fallait faire. Je m'approchai du miroir de l'antre et me regardai longuement. La femme dans le reflet me sourit, et pour la première fois depuis bien longtemps, je lui rendis son sourire de tout mon cœur. La vie recommenait. Et c'était vertigineux de beau. 6 mois passèrent encore, portés par le travail, les projets et les petites joies quotidiennes. Marcel Fontaine, fille de sa parole, me proposa de racheter l'épicerie. La perspective était à la fois exaltante et terrifiante. Contracter un crédit, devenir chef d'entreprise, assumer la responsabilité entière d'un commerce, c'était un saut dans le vide que je ne m'étais jamais cru capable d'effectuer. Mais la peur que je ressentais cette fois n'avait plus rien à voir avec celle qui m'avait paralysé 1 an plus tôt. C'était une peur fertile, une peur qui donnait des ailes plus que des chânes. Je sautai. Et je ne tombais pas. L'épicerie Fontaine devint l'épicerie fine Véronique, avec un nouveau logo, une nouvelle devanture en bois clair et vert dépéoli, de nouveaux partenariats avec des producteurs locaux d'Urnay et de la DRME. Je recrutais des emplois, 2 jeunes femmes pleines d'enthousiasme et un étudiant en alternance passionne de gastronomie, qui devinrent en quelques mois bien plus que des collègues, de vrais compagnons de route. Puis vint l'ouverture d'un 2e point de vente dans le quartier de la Croix-Rousse, avec une salle de dégustation et des ateliers de cuisine le week-end. L'aventure prenait des proportions que je n'avais pas imaginées. Un mardi ordinaire de janvier, un homme entra dans la boutique peu avant la fermeture. Grand, les tempes grisonnantes, avec un regard bienveillant et des mains larges et calmes de quelqu'un habitué tourner les pages des livres anciens. Il cherchait du fromage de chevré à faim et une bonne bouteille de vin naturel. Nous commandons parler, presque par accident, de Stendhal et du rouge et du noir, parce qu'il y avait justement une édition ancienne bien visible dans ma bibliothèque vitre derrière le comptoir. Il s'appelait Douard, il enseignait l'histoire dans un lycée du 2e arrondissement, et il avait des yeux qui vous regardaient comme si vous étiez la chose la plus intéressante dans la pièce. Il revint le jeudi suivant. Puis le mardi d'après. Il me proposa un café après la fermeture, puis une promenade le long des quais de Sanet, puis une soirée au THTRE des Clestins pour voir une piste de Marivaux.
Je ne t'ai pas presse. Je n'avais plus peur de la solitude, je n'avais plus besoin que quelqu'un comble un vide, parce que le vide n'existait plus. Ma vie était pleine, nireuse, bordante de sens. M'Edouard était patient et attentif. Il ne cherchait pas en moi la nagre docile ni la femme d'affaires performante. Il cherchait simplement Véronique, la femme vivante, curieuse, drôle et parfois mélancolique que j'étais devenue. Quand Sébastien, Thomas m'en donnait des nouvelles de loin en loin. Il avait trouvé un poste de responsable dans une entreprise de taille modeste, louait un studio dans le 7e arrondissement, vivait calmement et sans clatte. Je ne ressentais ni satisfaction cruelle ni pitié excessive. J'avais simplement tourné la page de ce chapitre de ma vie avec la madame douceur calme avec laquelle j'avais refermé cette porte un soir d'automne. Parfois, le soir, quand je fermais le dernier volet de la boutique et que je marchais seul sous les lumières ambres des quais, je repensais ce moment précis où la porte avait claqué il y a presque 2 ans, et je remerciais en silence ce coup du sort brutal et impitoyable. Merci pour la douleur qui m'avait appris la force. Merci pour la peur qui m'avait enseigné le courage. Merci pour la perte qui avait finalement été le début de la plus belle des reconquêtes, celle de moi madame.